Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo. Je vais répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées en commentaire. J'en ai sélectionné une petite dizaine. Il va y avoir un peu de fiscalité. On va parler un peu en général des thèmes de l'immobilier. Donc, c'est une FAQ. Je te fais ça depuis la maison en mode cool. Donc, on va commencer avec la première question. Bonjour Mehdi, j'ai vendu un appartement sans clause substantive d'obtention de prêt, mais l'acquéreur ne donne plus signe de vie. Que faire? Alors, premièrement, est-ce que tu as signé une promesse de vente ou un compromis? Est-ce que tu as pris un séquestre lors de cette rédaction de compromis ou de promesse de vente? Si tu as pris un séquestre et que le vendeur ne donne plus signe de vie et il est hors délai par exemple, eh bien, tu peux voir avec ton notaire pour faire les démarches et du coup encaisser ce séquestre. Si tu n'as pas pris de séquestre, eh bien, il va falloir que tu désengages de la vente avec ton acquéreur. Et c'est vrai que là, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'on vous avait fait une vidéo avec Manu, différence entre la promesse et le compromis de vente, parce que selon ce que tu as signé, ça va être plus facile pour toi de te dégager ou pas, puisque l'acquéreur, il peut revenir longtemps après en disant, bah, écoutez, finalement, je vais lever l'option d'achat, on a un contrat qui nous lie, et toi, entre deux, tu n'auras pas pu vendre. C'est pour ça qu'en général, même si un acquéreur vous propose de lever cette clause d'obtention de prêt, cette clause suspensive, donc qui paye comptant, et bien malgré tout, je vous conseille quand même de prendre un séquestre ou une indemnité d'immobilisation, voilà, à voir avec votre notaire, mais même s'il veut payer comptant, ne passez pas sur ça, parce qu'en cas de problématique, eh bien, voilà, vous vous retrouvez bloqué. Allez, deuxième question. Bonjour Mehdi, je suis passé LMP à cause de la réforme, la cata pour moi, car mon comptable me dit que le déficit que j'avais en LMNP est perdu, malheureusement. Alors effectivement, si tu étais LMNP et que tu es passé LMP de façon automatique, les déficits ne sont pas transférables. Uniquement les amortissables sont transférables entre LMNP vers le LMP. Qu'est-ce que j'appelle par déficit? Eh bien, c'est peut-être tous les frais de notaire ou les frais d'acquisition que tu aurais choisi de passer en déficit et non en amortissement. Eh bien, ceux-là, ils restent stockés dans le LMNP. Si tu reviens LMNP dans les 10 ans, tu pourras les consommer. Si tu ne reviens pas LMNP dans les 10 ans, effectivement, ils sont perdus. Dis à ton comptable de faire une déclaration corrective. C'est un peu de boulot, mais vous avez jusqu'à N-3 pour faire une déclaration corrective. Le fisc a l'air un peu compréhensible et du coup sait que beaucoup de personnes sont concernées par ce passage et risquent de perdre des déficits. Donc fais une déclaration corrective et au lieu de les passer en déficit, choisis de les passer en amortissement. D'où le fait d'avoir un excellent comptable qui est lui-même investisseur et qui connaît cette fiscalité. Une fiscalité d'entreprise n'est pas pareil qu'une fiscalité immobilière. Et c'est pour ça que, tiens, je vais vous mettre le numéro de mon comptable. Vous appelez de ma part, donc là c'est en plein bilan. Mais voilà, vous envoyez un mail ou vous appelez de ma part. Je vous mets ça en commentaire, en description sous la vidéo. Monsieur Vincent Crochard, je passe un grand bonjour. Et monsieur Romain Palma, grand bonjour, super pro, investisseur eux-mêmes. Et du coup, on sait de quoi on parle. Allez, question suivante. Salut Mehdi, dans une vidéo avec Manu, vous parlez de l'avantage d'une convention ANA intermédiaire qui donne 30% d'abattement. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas l'avantage par rapport à un régime microfoncier. Alors, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, le régime microfoncier donne droit à lui aussi à 30% d'abattement. Sauf que là, ce que tu n'as pas saisi, c'est deux choses. Premièrement, le régime microfoncier, il est plafonné à 15 000 euros. Donc, dès lors que tu dépasses 15 000 euros, tu ne bénéficies plus de ce régime microfoncier. Deuxième chose, le régime microfoncier, il te donne droit à 30% d'abattement. Point barre. La convention ANA intermédiaire, celle qu'on a fait par exemple dans le cadre de Manu, elle te donne droit à 30% d'abattement, plus la déduction des intérêts d'emprunt, de la taxe foncière, des travaux, etc., etc., etc. Donc tu vois que c'est quand même beaucoup plus avantageux pour un prix, une convention qui est quasiment égale au prix du marché. Et tout ça, on vous l'explique dans la formation qu'on a réalisée avec Manu sur la fiscalité poussée. Allez, on va passer. Alors, salut Mehdi, j'aimerais faire financer un bien à Marbella en Espagne, comment faire? J'en ai déjà parlé, pour faire financer un bien à l'étranger, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est soit on paye comptant, donc là on n'a pas de financement. La deuxième, soit on fait un prêt dans le pays où on veut acheter, et souvent les taux ne sont pas aussi avantageux qu'en France, et il faut même donner un apport, soit on peut le faire financer en France. Quelle est la condition? Apporter un bien en garantie. Imaginons que tu aies un bien déjà payé en France, même qui n'est pas forcément payé. Tu l'apportes en garantie à la banque, c'est-à-dire que tu l'apportes en hypothèque à la banque. Attention, pour ce faire, il ne faut pas qu'il y ait déjà un autre établissement bancaire qui soit en hypothèque sur ton bien, qui soit en premier rang, puisque la nouvelle banque n'acceptera jamais de se mettre en deuxième rang. Pourquoi? Puisqu'en cas de pépin,
la première banque va vendre et va se rembourser. Et souvent, après, il ne reste plus assez d'argent pour rembourser le deuxième. Donc, la banque qui acceptera de le faire, elle sera déjà elle-même soit en premier rang, soit il n'y aura pas d'hypothèque sur ce bien. Il faut que tu apportes un bien en garantie, deux choses. Soit totalement payé, soit dont la valeur résiduelle, donc ce que ça vaut aujourd'hui, via des attestations d'agence, est supérieure au capital restant dû, plus le montant de ta nouvelle acquisition à l'étranger. D'accord? Exemple, j'ai un immeuble de 300 000 euros, il me reste 100 000 euros à payer. J'achète un appartement à Marbella à 100 000 euros, 100 000 euros de capital restant dû, 100 000 euros la nouvelle acquisition, pour une valeur de 300 000 euros. Là, on va pouvoir le faire. D'accord? En général, les banques, elles vont jusqu'à 70% de la valeur. D'accord? Il vaut 300 000 euros ton immeuble, ils vont prendre 70% de cette valeur, environ 210 000 euros, et ils vont pouvoir te reprêter jusqu'à là, tu vois. Mais attention, il faut qu'ils soient eux-mêmes en premier rang de cette hypothèque. Allez, on passe. Question suivante. Bonjour Mehdi. Déjà, merci pour la motivation que tu donnes. Je t'en prie, ça fait plaisir. J'ai engagé une procédure d'expulsion contre un locataire mauvais payeur. Puis-je déduire ces frais de mes revenus fonciers? Alors, tout à fait. Tu es en revenu foncier, tu fais donc une déclaration 2044. Regarde, dans ta déclaration 2044, il y a indemnité d'éviction, huissier, etc. Je ne sais plus c'est quoi le numéro, mais il y a une ligne qui est dédiée à ça. Indemnité d'éviction, indemnité de procédure, etc. Donc, tous les frais que tu as eus pour l'expulsion de ce locataire, tu les indiques dans cette case. Question suivante. Bonjour Mehdi, je suis en régime micro-BIC, micro-BIC, donc avec l'abattement de 50. J'ai une question, est-ce que je dois mettre la totalité des loyers perçus ou seulement 50%? Alors, essaye de mettre uniquement les 50%, de faire l'abattement toi-même, et puis tu vas sentir la chaleur. Tu vois, il fait très chaud ici aujourd'hui. Non, je te rassure, ne fais surtout pas cette erreur, il faut mettre la totalité des loyers bruts perçus. L'administration fiscale se charge elle-même de te faire l'abattement des 50%. Attention, c'est une erreur que j'ai souvent vue. Vous faites l'abattement vous-même, vous mettez les 50% et vous bénéficiez d'un abattement de 50% sur ces loyers encaissés. En cas de contrôle fiscal, fin du game. Question suivante. Bonjour Mehdi, que penses-tu du bail notarié? En fait, j'hésite à en faire un. Alors, le bail notarié, c'est très bien. C'est très bien. Premièrement, pour un local commercial, il est indispensable. Faites un bail notarié. Qu'est-ce qu'un bail notarié? On va chez le notaire rédige un bail dans son étude, beaucoup plus complet que celui que tu pourrais faire. Donc un bail notarié, c'est très bien. Un bail notarié, ça a un coût. Donc, à toi de voir. Ça a un coût qui sera déductible de ton bilan LMNP, LMP ou une SCI, ou voilà. Par contre, la force du bail notarié, c'est qu'il a ce qu'on appelle la force exécutoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, en cas de pépin, ce bail a une force exécutoire. Tu vas voir un huissier, l'huissier, il peut déjà, d'office avec ce bail, procéder à une saisie sur le compte bancaire. En tout cas, ça ira beaucoup plus vite qu'un bail classique. Donc, j'ai envie de te dire, si tu as un appartement, un bail notarié, ça a un certain coût, dur. Si tu as plusieurs appartements, pourquoi pas faire des baux notariés, puisque derrière, tu vas le déduire de ton bilan. Voilà, ça c'est une question après personnelle. Allez, on passe à la question suivante. Salut Mehdi, je suis LMP, loueur meublé professionnel, et ça me fait chier, pardon. J'aimerais repasser quelques biens en location nue. Y aura-t-il un impact? J'ai l'impression que mon comptable est perdu. Alors, comme je te l'ai dit, la fiscalité immobilière, c'est différent d'une fiscalité d'entreprise. Alors, ton comptable est perdu, peut-être parce qu'il fait de la comptabilité d'entreprise ou il n'a jamais investi lui-même. Peut-être qu'il ne s'est pas encore mis à jour au niveau de ça. Il faut que tu saches que si tu es LMP, tu as donc rentré des biens dans un bilan professionnel, à une valeur. Si tu les ressors pour les passer en meublé, pour les passer en location nue, pardon, effectivement, c'est tentant, puisque tu dis, j'en ressors certains, hop, je redescends en dessous du seuil des 23 000, ou je redescends en dessous du seuil par rapport à mon salaire, et je rebascule LMNP. Sauf que quand tu les as rentrés au bilan du LMP, loueur meublé professionnel, si demain tu les ressors, eh bien, il y a une plus-value ici qui est figée. Il faudra la payer. Donc, attention, si tu fais ça, il faudra que ton comptable justifie. Allez, on passe à la question suivante. Yo Mehdi, j'essaye de créer mon business en ligne. Ouais, je l'ai pris celle-là, cette question, hein, puisqu'on parle un peu de tout. Quels conseils pourrais-tu me donner? Alors, aujourd'hui, j'ai un peu de recul pour vous donner des conseils sur le business en ligne, puisque ça fait environ 2 ans que j'ai commencé mon business en ligne. La première chose que je pourrais te donner, reste toi-même. Les autres sont déjà pris.
Au début, moi aussi, j'ai essayé d'enlever cet accent un peu de banlieue, même si je l'ai travaillé. Et puis, je me suis vite dit, ah mais merde, si les gens me suivent, c'est qu'ils s'identifient certains à moi, il faut que je reste comme je suis. Donc la première question, donc le premier conseil, pardon, reste comme tu es. Ne cherche pas à jouer un rôle. Pourquoi? Parce que demain, lorsque tu seras en séminaire ou autre et que tu verras ta communauté, si tu as joué un rôle, ça se verra. Et puis un rôle sur le long terme, ça se voit. Le deuxième conseil que je te donne, ne floue jamais ta communauté. Ne mens jamais. Voilà, tu as une connaissance dans un business, tu es fort dans la bourse, tu es fort dans l'immobilier, ne mens pas. À un moment, ça se sait. D'accord? Là, on a vu les fausses interviews BFM qui se sont sues, les gens qui s'inventent des titres de propriété, on a vu plein de choses. À un moment, ça se sait. Donc, effectivement, en faisant ça, tu vas gagner plus vite, très vite. Mais sur le long terme, tu seras perdant. Troisième conseil que je te donne, ne regarde pas ce que font les autres. J'ai voulu rentrer un peu dans un combat personnel et au final, j'ai perdu du temps. Tu ne peux pas faire ouvrir les yeux à un aveugle qui ne voudrait pas voir. Tu m'as compris ce que je voulais dire. Donc, en fait, j'ai perdu du temps sur ça. Et ça a bouffé parfois ma productivité. N'essaye pas d'imposer ta vision du business que tu es en train de faire aux autres. Si tu fais ton business en ligne, ne regarde pas les autres. Si tu fais les choses bien, ça se saura. Ne t'inquiète pas. Question suivante. Avec mon conjoint, nous avons acheté en indivision et nous sommes pacsés. J'ai entendu dire que s'il arrivait quelque chose à l'un de nous deux, nous serions fortement taxés pour récupérer la part du conjoint. Eh bien, effectivement, tu as raison. Pourquoi? Parce que si tu es uniquement pacsé, et ça c'est des sujets qu'on développe dans la formation Anticiper votre transmission, votre succession avec Manu. Si vous êtes uniquement pacsé et que vous n'avez pas rédigé de testament, eh bien s'il arrive un décès ou quelque chose à l'un des deux conjoints, fiscalement, vous êtes des étrangers en étant uniquement pacsé. Et donc, si vous avez acheté un bien en indivision, c'est 60% de taxation pour que la part vous revienne. Entre deux conjoints mariés, il n'y a pas de taxation. Entre deux conjoints pacsés avec testament, il peut ne pas y avoir de frais. Mais si vous êtes uniquement pacsé, pour l'administration fiscale sur le plan civil, vous êtes ensemble, mais sur le plan fiscal, vous êtes des étrangers. Et c'est donc la politique de taxation entre étrangers qui s'applique sur le fait de récupérer la part de ton conjoint. Donc très important, si tu es uniquement pacsé, va faire un pax avec testament. Allez, question suivante. Bonsoir Mehdi, dans une de tes vidéos, tu dis que tu ne dépasses pas 15% de charges de copropriété, j'ai pas bien saisi. Oui, tu n'as pas bien saisi. Ce que je dis, c'est que je ne dépasse jamais, j'achète jamais un appartement ou autre où les charges de copropriété représentent plus de 15% du loyer mensuel encaissé. D'accord? Ou du loyer trimestriel par rapport à l'appel de charge trimestriel. Tu prends tes charges trimestrielles, l'appel de charge. Tu prends ton loyer trimestriel. Si mon appel de charge trimestriel représente plus de 15% de mon loyer trimestriel encaissé, je trace ma route. C'est trop cher. C'est trop cher. Allez, question suivante. Bonjour Mehdi, je suis LMNP et j'aimerais acheter un utilitaire et le passer en charge. Est-ce possible? Alors, attention, si vous voulez acheter un utilitaire et le passer en charge. Déjà, il faut que tu t'assures que ton comptable ne te compte pas un forfait kilométrique. S'il ne te compte pas un forfait kilométrique, à voir avec ton comptable. Si effectivement tu achètes un utilitaire, attention à la valeur de l'utilitaire acheté, il faut qu'il reste en corrélation avec tes loyers encaissés. Si tu touches 7 000 € de loyer par an et que tu achètes un Mercedes Vito à 122 000 € hors taxe, fin de l'histoire. Tu m'as compris. Il faut que ça reste en corrélation et il faut que ça reste justifiable. Si maintenant tu as 50 000 € de loyer annuel et que tu achètes un Renault Master à 3 500 € et qu'effectivement tu prouves que tu ne te sers de ce Renault Master que pour ça, déménagement, ameublement, travaux, oui, il va pouvoir te le passer en charge. Il faut que ça reste cohérent, tout simplement. Question suivante. Salut Mehdi, ma conjointe me demande d'acheter avec elle un appartement en indivision, puisque pour elle le prêt ne passe pas, et moi avec mes salaires ça passerait. Le problème c'est que je n'habiterai pas là-bas. Que me conseilles-tu? Attention, je ne veux pas foutre le brin dans ton couple, mais attention, parce que si tu fais le prêt avec elle uniquement pour que elle puisse acheter cet appartement et qu'elle habite là-bas et que toi tu habites dans ton appartement, si demain il y a séparation ou je ne sais pour quelle raison elle arrête de payer, tu seras engagé solidairement sur cette offre de prêt. Donc tu risques de tirer une balle dans le pied. Moi personnellement, je sais que ça peut mettre un froid, mais j'aurais dit non.
Voilà, non, j'aurais expliqué le pourquoi du comment. Et si tu m'aimes, tu comprends. Allez, question suivante. Bonjour Mehdi, j'ai acheté un logement Pinel en 2018 me donnant droit à 2200 € de réduction d'impôt annuel. Depuis, le Covid est passé par là et j'ai perdu mon emploi et je ne paye plus d'impôts. Puis-je reporter cette réduction d'impôt dès lors que je retrouverai un travail? Eh bien, malheureusement, non. Et c'est ça l'un des gros points noirs du Pinel, c'est que lorsque vous achetez un appartement ou autre, un achat en loi Pinel qui vous donne droit à une réduction d'impôt, assurez-vous que votre situation ne change pas et que la réduction d'impôt avec le nombre d'années sur lequel vous vous êtes engagé, eh bien, assurez-vous de payer au minimum ce pourquoi vous vous êtes engagé. Là, dans ton cas, ça te donne droit à 2200 € de réduction d'impôt par an. Ta situation a changé, tu ne payes plus d'impôt. Eh bien non, la réduction d'impôt n'est pas reportée, elle est perdue. C'est pareil, demain tu t'engages à payer sur une réduction à 2200 € pendant, je dis une bêtise, 9 ans. Tu as entre deux enfants, 3 enfants, tu te retrouves avec 4 parts. Finalement, tu payes que 1000 € d'impôt. Eh bien, l'excédent de 1200 € est perdu et ça n'est pas reportable. Donc, c'est pour ça, attention lors d'achat de vos Pinel. On vous vend une réduction d'impôt. Assurez-vous que la réduction pour laquelle vous avez droit sur cette période donnée d'engagement, eh bien, au minimum, vous payez ça pendant la durée d'engagement. Sinon, c'est perdu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'est cool, une petite fac comme ça, on a à la maison à Marrakech. Je t'en ferai un petit peu de temps en temps. Tu vois, il n'y a quasiment pas de coupage, hein, on est sur le fil. Si tu as d'autres questions, pose-moi en commentaire. Je te rappelle que si l'investissement immobilier t'intéresse, j'ai créé une mini-formation gratuite pour te mettre un premier prêt à l'étrier. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans les détails avec Manu et moi, la team NPR, sur le réseau Telegram, on vous aide, etc. Eh bien, regarde les liens sur ta description. Pour ma part, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Marrakech. Ciao!